Donc bonjour à tous, bienvenue à la dernière séance du semestre, on va dire, de l'année 2021-2022 du séminaire Documenter l'histoire urbaine, architecturale, sociale et culturelle du quartier Richelieu. Donc aujourd'hui, on accueille Simon Texier, qui est professeur d'histoire de l'architecture contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne et qui est également secrétaire général à la commission du Vieux Paris, et qui va donc qui est spécialiste également bien sûr de l'architecture et de l'urbanisme parisien, et qui va nous parler aujourd'hui des transformations du quartier Richelieu entre les années 1910 et 1960. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, on a d'abord la conférence et puis ensuite un moment d'échange avec Simon Texier. Je parle dans les deux micros, c'est ça ? Ouais, donc je vais là. Je sais pas comment. Alors, je vais peut-être en privilégier un quand même. Bon, bonjour à toutes et tous. Et merci pour cette invitation de clôture du séminaire Richelieu. La présentation d'aujourd'hui donc se focalise sur un demi-siècle qui sera un petit peu mouvant. Alors, j'irai pas au-delà de 1960, mais je vais parler un petit peu de l'avant 1910 pour resituer les choses. Il y aura peut-être éventuellement quelques redites avec des présentations précédentes, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas visualisées pour les dernières. J'évoquerai un petit peu le cas de la Banque de France, évidemment, qui nous concerne, puisque la rue Croix des Petits Champs et la rue du Colonel Drian sont l'un des aspects un peu structurants de mon intervention. Un mot sur le titre, entre les Halles et l'Opéra. C'est pas tant que je vais faire une traversée de ce centre de Paris, puisque ça sera quand même des études plus ponctuelles. J'ai essayé quand même de mettre l'accent sur 2-3 lieux qui me semblent vraiment symptomatiques de ce qui va advenir, enfin de ce qui mobilise les acteurs de la construction, les acteurs de l'aménagement dans ce quartier. Donc on sera plutôt du côté des Halles que de l'Opéra, à vrai dire, parce que du côté de l'Opéra, il se passe moins de choses au XXe siècle. C'est pas qu'on n'y pense pas, mais c'est qu'on fait peu de choses, à part quelques immeubles ou quelques projets non réalisés. C'est pourquoi on va laisser cette partie de côté. Alors, ça ne marche pas si je fais ça. Alors, bon, on va faire ça. Là, ça marche. Et ensuite, ça marche. OK. Je vais commencer par évoquer justement l'avant 1910, c'est-à-dire le cadre dans lequel le quartier plutôt des Halles et de l'INHA, à vrai dire, notre quartier Richelieu, enfin le cœur Richelieu, se situe à la fin du 19e. C'est, pour replacer ça dans une, pas longue durée, mais moyenne durée, on est dans un moment d'intense modernisation de Paris qui correspond au post-haussmanisme, et ce post-haussmanisme structure très fortement le quartier Richelieu, puisqu'on est ici dans le cœur de plusieurs percées. La percée de la rue Étienne Marcel, la percée de la rue du Louvre, et puis la percée de la rue Réaumur que l'on va apercevoir. Alors ici, c'est un plan non daté. J'ai profité évidemment des ressources numériques parce que le peu de temps que j'ai pu consacrer à la recherche pour j'ai plutôt fait fructifier des recherches passées qu'entreprès des recherches nouvelles, mais ça sera l'occasion justement de voir à quel point la mise en ligne de certains documents aujourd'hui permet, alors pour nos étudiants c'est toujours très à double tranchant, je dirais, parce qu'on a tendance à favoriser la recherche sur site et dans les documents, mais la mise en ligne actuellement, et j'évoquerai aussi la mise en ligne de quelques documents de la Commission du Vieux Paris, se fait de manière assez exponentielle actuellement, et permet quand même en quelques clics d'éclaircir des choses que autrefois on mettait des semaines ou des jours, des semaines
à trouver dans les archives. Alors voilà des plans comme si celui de la BHVP qui est en ligne. Là, je montre plusieurs documents facilement trouvables sur les collections de la ville de Paris. Le percement de la rue Réaumur, ça, j'y reviens pas parce que c'est un dossier qui est bien connu. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. C'est le moment où débute le concours des façades, vous le savez, 1894 et surtout 97, au moment où la rue Réaumur est percée. Donc je ne montre pas d'image, mais tout ça est à 2 pas d'ici. Les immeubles de 1897 marquent vraiment, à mon sens, le début d'un certain XXe siècle, ou en tout cas un croisement entre une césure entre ce qu'on appelle le post-haussmannisme et une approche plus pittoresque, plus artistique, volontairement plus artistique, qui aboutit donc à ce concours des façades qui est généralisé en 98. Mais tout ça débute rue Réaumur en 97. Et puis la rue Réaumur, c'est aussi peut-être la seule percée qui ne donne pas lieu, et peut-être la première surtout, à la fin de ces travaux haussmanniens et post-haussmanniens, qui ne donne pas lieu à la construction d'un bâtiment cible, d'un monument cible. Ce qui est, puisque si vous allez à 2 pas d'ici, au niveau de la Bourse, vous verrez que le point de mire oriental de la rue Réaumur, ce sont les 2 tours clochers de l'église Saint-Ambroise. Ce qui m'a toujours fait un peu rêver, parce que, évidemment, l'église Saint-Ambroise, c'est la grande église de l'Est parisien, sur la grande percée de l'Est parisien, le boulevard Voltaire. Mais j'imagine mal comment on a pu penser que depuis la rue Réaumur, ou depuis la rue du 4 septembre, puisque c'est elle la première vraiment percée haussmannienne à partir de l'Opéra vers l'Est, on a pu imaginer que se verraient ces deux tours de Saint-Ambroise. Ça me paraît peu probable. Donc, l'hypothèse que la rue Réaumur est une rue sans fin, je dis ça un peu sans image, donc c'est moins parlant, mais j'ai souvent l'habitude de montrer ça à des étudiants en cours, parce que c'est l'une des percées qui montre très bien comment l'urbanisme parisien, on ne va pas dire se cale sur le modèle new-yorkais, des rues, des avenues qui n'en finissent pas, mais il y a une similitude assez frappante entre les deux. Donc, pour revenir à l'état de notre Paris fin 19e, début 20e, voilà sur un cadastre de 1912 les 3 percées qui marquent le quartier: Étienne Marcel, Louvre, Réaumur, enfin Réaumur en partant du nord, Étienne Marcel et Louvre. Elles se tiennent en quelques années, on est dans les années 80-90. Étienne Marcel, on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai de la place des Victoires, a été aussi un déclencheur de certains débats. Je reviens là de façon plus locale aux abords de la Bourse du Commerce, parce que c'est un sujet qui nous occupera tout à l'heure. Autour de 1885, on a un certain nombre de débats et de réflexions sur ce que doit être l'achèvement du quartier des Halles et son prolongement vers le quartier plutôt de l'Opéra, sachant qu'il y a aussi un obstacle qui est le Palais Royal. Or, cet obstacle, alors c'est vrai que ces images sont moins bonnes parce que ce sont mes photos prises il y a un certain nombre d'années dans les archives de Paris, où on voit, et certains de ces documents, enfin en tout cas du même type, sont également numérisés. On voit autour de 1885 une intense période de réflexion, au moment où la Halle au Blé devient Bourse du Commerce, on entreprend le prolongement de la rue du Louvre, et on commence à imaginer un prolongement vers l'est de cet axe Rambuteau-Berger qui cadre le quartier des Halles. On va aussi, donc voilà un plan qui montre le percement de la rue du Louvre, la rue Jean-Jacques Rousseau, et tout ce réseau de voiries qui est moins nord-sud que sud-est nord-est, sud-ouest nord-est,
qui correspond aussi un petit peu à l'enceinte de Charles V et aux rues d'Aboukir et de Cléry que l'on reverra tout à l'heure. Tout ce réseau de voirie est rectifié de façon forcément un peu brutale, comme toutes ces opérations à ce moment-là. Et donc ces plans permettent de documenter un petit peu, de voir ce qu'était le parcellaire, qui par ailleurs a été évidemment, vous le savez, étudié très très en profondeur par le CNRS dans les années 60. 70, et puis Françoise Boudon, qui avait largement participé à ce travail, avait également travaillé sur le devenir de l'hôtel de Soissons et tous les projets d'aménagement autour de la Halle au Blé, enfin aux abords de ce qui deviendra la bourse de commerce d'Henri Blondel. Voilà une élévation. On est en 85, donc je passe assez rapidement parce que ce sont des choses qui sont plutôt bien connu. En 1909, la Bourse de commerce depuis Saint-Eustache, et donc on voit les immeubles d'Henri Blondel qui sont là. Donc sur Henri Blondel, il y a une thèse en cours à Paris-Sorbonne par Elsa Jamet qui se termine, je crois, et qui permettra, parce que c'est un personnage qu'on voit beaucoup dans le... Je ne sais pas si elle est là. Ah bah oui, d'accord. Je ne l'avais pas reconnu. Et donc, évidemment, Blondel est l'un des personnages clés de ce quartier, puisqu'il est à la fois place des Victoires, rue du Louvre, très présent dans la post-haussmannisation, et évidemment du côté de l'Opéra également. L'achèvement des halles centrales en 1927, ça c'est un plan, vous ne pourrez pas lire, je crois, ce qui était écrit, qui me paraît un peu étrange. C'est probablement un plan qui a été réutilisé, puisqu'on y voit les immeubles de Blondel qui cadrent la bourse de commerce sont depuis longtemps terminés, hein, mais on a toujours cette inscription sur une sorte de programmation et de destination, et c'est ça qui est intéressant aussi, la destination commerciale du quartier. La Banque de France est à côté. On pressent une volonté, et d'ailleurs la Chambre de commerce et d'industrie est toujours dans les immeubles de Blondel au rez-de-chaussée. On pressent une spécialisation du quartier. Vous savez qu'il y avait tout un débat sur la cité financière, hein, mais qui était plus axé sur l'opéra, précisément. Et là, en tout cas, le commerce et l'industrie doivent être proches de ce quartier des Halles, qui est encore le ventre de Paris. Et on propose, enfin on imagine, l'achèvement, ça j'en parle pas, l'achèvement des pavillons Baltard. L'architecte René Dubos va faire les deux pavillons dans les années 30 qui vont définitivement cadrer la bourse de commerce. On voit ces pavillons qui sont ici. Je crois qu'ils datent de 1936. Ils seront démolis en même temps que Baltard. Et on a un peu oublié, alors qu'il y a tous les dessins de l'époque, on a un peu oublié que les Halles avaient également été achevées dans les années 1930. Et sur cette image qui date des années 50, on voit l'emprise de la Banque de France. Il est assez saisissant de voir sur les photos des années 50 de Paris, Paris est tellement encrassé que les photos aériennes montrent en blanc, de façon très nette et implacable, tous les bâtiments neufs. Et quand vous avez une photo aérienne du quartier de l'Opéra, vous voyez les trois quartiers, le Palais Berlitz, ou bien les bâtiments de la Banque de France, ça saute aux yeux. C'est vraiment très simple d'identifier l'ancien et le nouveau. Alors, avant d'en venir vraiment à ce que l'on a produit dans les années, à partir des années 10-20 jusqu'aux années 50 dans ce quartier, un mot quand même sur l'une des réflexions les plus, on va dire, qui a eu la fortune critique la plus importante pour le Paris de l'époque, c'est celle des études sur les transformations de Paris d'Eugène Hénard, qui sont publiées entre 1903 et 1909. Et en 1904-5, Eugène Hénard concentre son projet sur le Palais Royal et sur la fameuse Grande Croisée, qui est... D'ailleurs, j'ai un souvenir de Pierre Pinon à cette table-là, à cette place-ci, lors d'une soutenance de thèse,
Maugré et Eugène Hénard en disant mais quel imbécile, comment peut-on faire une telle place à Eugène Hénard aujourd'hui, sachant qu'il a été quand même l'un des penseurs de cette aberration urbanistique qui était la traversée du Palais Royal. Parce qu'il est vrai que Eugène Hénard est perçu comme quelqu'un plutôt de visionnaire. On a beaucoup, en Europe comme aux États-Unis, on a beaucoup étudié la version visionnaire d'Eugène Hénard, c'est-à-dire la vision urbanistique, circulatoire, l'invention des giratoires, des boulevards à redans, des circulations à plusieurs superposées. Donc il est l'homme de toutes ces inventions. Sur le plan architectural, on sait qu'il est plutôt un éclectique bien de son temps. Mais qu'en est-il de sa pensée sur le patrimoine? Ça, c'est quelque chose qui a été moins bien étudié et qui, c'est vrai, aujourd'hui nous semble assez aberrant. Mais vous allez voir, c'est tout à fait symptomatique et à l'image de ce qui se passe à cette époque-là. Eugène Hénard, comme son collègue Louis Bonnier, qui sont vraiment des compères et que j'ai souvent tendance à comparer comme les deux hommes forts du début du XXe siècle à Paris, avec plutôt une préférence pour Louis Bonnier en termes justement de vision. Et malheureusement, Louis Bonnier, en tant que pragmatique, a été bien moins célébré et reconnu que Eugène Hénard, qui, lui, a fantasmé un certain Paris, mais avec énormément de présupposés qui n'étaient pas du tout réalistes. C'est un autre problème. Et regardez la façon dont Eugène Hénard, non pas tant trace des rues ou des avenues, que dessine ou implante des jardins. Et vous verrez qu'il est dans une projection complètement irréaliste, alors que Louis Bonnier sait exactement où vont se libérer des emprises industrielles pour mettre tel et tel jardin, ce qui fait des plans de Louis Bonnier que l'on va retrouver tout à l'heure, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Les projections de Louis Bonnier en 1913, elles préfigurent déjà ce qu'on va faire dans les AC dans les années 80-90, ce qui veut dire qu'il avait une vision exacte de ce qu'allait devenir le territoire parisien. Alors Hénard est plus dans la projection théorique, et pour revenir à ce dessin, imagine qu'on peut, sans trop de dégâts, que l'on peut traverser le Palais Royal de part en part. Mais pour le coup, Eugène Hénard, Louis Bonnier, Gaston Bardet, que je vais citer tout à l'heure, sont des personnes qui ont chacun leur vision de l'aménagement urbain, mais sur le plan patrimonial, je dirais qu'ils sont quasiment au même niveau. Et donc là, on a un phénomène assez intéressant qui mériterait d'être étudié et qui va être étudié parce qu'il y a des groupes de recherche qui s'intéressent de plus en plus à cette question, la ville ancienne, et qu'en est-il du traitement de la ville ancienne par l'École française d'urbanisme, pour dire les choses un peu grossièrement. Eh bien, on se rend compte, et on le sait, Françoise Choël l'a montré, que l'Italie a 20, 30 ou 40 ans d'avance là-dessus, avec les écrits de Giovannoni, sur l'urbanisme et les villes anciennes. En France, jusqu'en 1930, voire 50, 60, même 70, on a beaucoup de mal à penser l'accompagnement des deux notions, urbanisme, traitement de la ville ancienne. Et Eugène Hénard, comme Louis Bonnier, on va le voir tout à l'heure, n'a pas une conscience, en tout cas n'a pas la conscience que nous avons aujourd'hui, et on regarde ça toujours avec des yeux un peu écarquillés, parce qu'on se dit, mais comment ont-ils pu imaginer ça, alors même que le Palais Royal, il faut quand même le souligner, est le modèle de l'urbanisme classique pour les modernes. Il n'y a pas plus conforme aux idées modernistes que le Palais Royal, c'est-à-dire la ville refermée sur elle-même, la ville regardant vers un jardin et laissant à l'extérieur la circulation automobile. Donc c'est une sorte d'œuvre parfaite. Tous les modernes, Le Corbusier, le premier, considère, et l'urbanisme d'Amsterdam dans les années 1910-30
se fera à peu près sur ce modèle des grands îlots en regardant des jardins intérieurs. Donc ce modèle, curieusement, Eugène Hénard propose de le mutiler, entre guillemets, puisqu'il considère qu'on peut véritablement faire passer à travers le jardin une voie de circulation. Ça en dit long aussi sur probablement sur... alors que Hénard est considéré comme le grand penseur de la ville circulatoire, ça en dit long sur disons la sous-estimation par Hénard de ce que sera bientôt la circulation motorisée. Puisqu'en 1904, on est encore dans un mix circulation automobile-hippomobile, et pourtant, justement, on fait le crédit à Hénard d'avoir inventé en quelque sorte cette grande ville circulatoire avec les dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais là, on a du mal à imaginer qu'il pense une circulation à grande vitesse, à des flux importants en plein milieu du Palais Royal. C'est peut-être une zone 30, vous me direz. Il a peut-être inventé la zone 30 en ville ancienne, avant tout le monde. Alors, je passe rapidement sur le reste du projet d'Hénard, parce que ça n'est pas l'objet, encore qu'on soit proche de l'opéra, mais c'est pas le sujet. On sait que dans les mêmes études sur les transformations de Paris, Hénard propose de repenser la place de l'opéra, qu'il juge complètement, vraiment déplorable. Et c'est pour lui, plus que la place de la République, la place haussmannienne, inaboutie, pas pratique. Et donc il propose d'en faire un grand ovale. Et ça, c'est une autre histoire. Ce qui est amusant, c'est qu'en l'occurrence, ici, vous remarquerez qu'il passe à travers le Palais Royal, mais il évite la place Vendôme, puisque la place Vendôme fait partie d'un dispositif qu'il a imaginé, qui serait la place, une sorte de triangulation entre la place de l'Opéra reconfigurée, la place Vendôme et une place dédiée à Pasteur. L'autre, ça serait dédié à Victor Hugo. Il y a Pasteur, Victor Hugo, et puis je ne sais plus exactement à qui est dédié. Il y a une place Napoléon, je crois. En tout cas, il imagine une sorte de grand triangle à la fois circulatoire et monumental, et tout ça pour dire que la place Vendôme, lui est, je ne sais pas si elle lui est chère, mais en tout cas, elle lui est très pratique dans son dispositif. Donc, on fait une chicane pour l'épargner. Là encore, ça en dit assez long sur les compromis qu'Hénard est prêt à faire ou à ne pas faire. Il profite de la rue Rambuteau, et ça, Le Corbusier lui reprendra cette idée. La grande croisée de Paris, elle ne peut pas être au niveau de Rivoli parce que ça n'est pas pratique. Donc il faut la reporter vers le nord, se caler sur la rue Rambuteau, sauf que la rue Rambuteau, comme l'avenue Victoria par exemple, est un cul-de-sac patrimonial, on va dire. On ne pouvait pas faire l'avenue Victoria jusqu'au Louvre parce qu'il y avait trop à démolir. On ne pouvait pas démolir Saint-Germain-l'Auxerrois côté Louvre pour des bonnes raisons. Donc, beaucoup de percées ont été avortées et ont fini en cul-de-sac ou en rien du tout. Mais ici, Eugène Hénard propose d'éventrer le Palais Royal en préservant la place Vendôme. Alors tout ça ne reste que du dessin, de la pensée, et de fait, Hénard, tout célèbre qu'il est, à part le pont Alexandre III, qui est peut-être sa grande œuvre, la perspective des Champs-Élysées aux Invalides, qui est vraiment son idée dans la perspective de l'exposition de 1900, Eugène Hénard a laissé peu d'aménagement. Il a laissé quelques bâtiments, des écoles, dont l'une qu'on essaye de sauver, un Passereil dans le 14e arrondissement, puisqu'elle est prévue à la démolition. L'architecture d'Eugène Hénard, les historiens n'y ont pas beaucoup prêté d'attention parce qu'elle est assez commune, voire banale. En revanche, il est un formidable inventeur d'images, un excellent analyste et aussi un très bon polémiste, parce que
sur d'autres dossiers comme le Champ de Mars notamment. Il sait être vraiment quelqu'un d'extrêmement précis dans ses comptage, parce qu'il compte beaucoup les hectares, combien d'hectares de verdure on a perdu, combien on pourrait en gagner. Il fait le procès de l'haussmannisme aussi à travers cette question des hectares de verdure. Bon, on va passer sur Hénard parce que précisément, ça n'est pas à lui que l'on doit beaucoup la physionomie actuelle du quartier Richelieu. Et venons-en maintenant à cette rue du Colonel-Drian, qui est en quelque sorte la percée, vous allez me dire, comparée aux percées haussmanniennes et post-haussmanniennes, c'est vraiment une réalisation mineure, et de fait, elle est mineure, mais justement, elle explique beaucoup de choses. Elle explique la difficulté de faire la ville après 1900 ou après 1910. Ici, vous avez le plan qui donc va faire disparaître la rue Baillif. L'un des tout premiers plans. On a vu qu'en 1885, on est déjà, il n'y a pas encore de tracé affirmé, mais en achevant la rue du Louvre, on imagine que on va pouvoir se projeter vers l'est et imaginer quelque chose. Bon, à voir ce que l'on fera avec le Palais Royal. Ici, on est en 1915, donc en pleine Première Guerre mondiale. Donc, on imagine que tout ça sera reporté à l'après-guerre. Et puis, finalement, on rentre dans un moment de stase qui fait que qui se traduit par vraiment un étalement de tous les travaux urbanistiques. Ce n'est pas le lieu d'évoquer cette question de la lenteur de l'urbanisme parisien à cette époque-là, mais enfin, vous vous souvenez peut-être de ce que l'on a construit d'important à cette époque-là, c'est le chantier des fortifications, et dans le centre de Paris, on fait peu de choses sur le plan urbain. On fait des choses localisées, sur justement des anciennes usines à gaz que l'on reconvertit en jardin, quelques petits lotissements, mais pas de grande percée. Même l'avenue Paul Doumer, qui devait être la grande percée de l'époque, prend 20-30 ans. Donc toute percée qui, sous Haussmann ou après sous Alphand, se faisait en quelques années, devient une sorte d'œuvre au long cours. Et quand bien même elle ferait à peine 100 ou 200 mètres de long, ce sera également sur un temps long. Un petit clin d'œil quand même avec la démolition de la chancellerie d'Orléans, mais ça je crois que ça a été évoqué, j'imagine, dans la séance sur la Banque de France. Bon, il y a une actualité aussi avec le remontage des décors à l'hôtel de Rohan. Donc il faut quand même juste rappeler que le percement de cette fameuse rue du Colonel-Drian va occasionner, et la modernisation de la Banque de France va occasionner cette démolition du bâtiment auquel Beaufranc notamment a contribué, et puis la fameuse dépose des décors. 1921, vous vous souvenez, c'est le moment où la Banque de France dépose ses décors du 18e, s'engage à les stocker et à les remonter un jour. Finalement, ça sera un siècle après. Et c'est à ce moment-là qu'Alphonse Defrasse, mais ça peut être été évoqué également, entre en scène pour la modernisation de la Banque de France. Defrasse est l'architecte, l'un des architectes en chef de la Banque de France, dont il dessine les succursales un petit peu partout. Et là encore, boulevard Raspail, on est en train de batailler pour qu'une enseigne de grande distribution alimentaire ne défasse pas tout de ce que Alphonse Defrasse avait fait sur un immeuble en face du Lutetia. Ça, c'est le côté patrimonial de Defrasse.
En l'occurrence ici, il est plutôt celui qui modernise de façon assez radicale le cycle de la Banque de France. Alors ce qui est intéressant aussi, je ferai quelques allusions à nos collections, et puisque Béatrice Crépon est là, documentaliste chargée de la documentation au DHAP, je suis heureux de montrer le dessin, l'un de ces dessins qui constitue aujourd'hui la collection de ce qu'on peut appeler la collection de la Commission du Vieux Paris, puisque en fait cette collection n'existait pas jusqu'à maintenant, elle existait physiquement et artistiquement, mais sans inventaire, sans reportage photographique, elle ne pouvait pas exister. On va essayer de la valoriser maintenant, mais disons qu'il y a une collection de dessins, d'architecture qui est en train d'émerger. Et alors, ce qui est toujours amusant, c'est précisément de faire se croiser ces collections, et c'est en partie le travail de l'INHA, de faire ces ramifications, d'opérer ce maillage. Telle institution est dépositaire d'un certain nombre de dessins. Elle ne sait pas que sa voisine, elle aussi, a des dessins qui concernent le même bâtiment. Par exemple, ici, ce sont des dessins. Alors, ceux-là, je les ai trouvés en ligne. Ils sont, je crois, propriété de la Banque de France. Ces dessins de Defrasse et de Tournon. Il se trouve donc que la Commission du Vieux Paris possède ce relevé de Defrasse de l'ancienne chancellerie d'Orléans. Donc voilà un dessin jamais montré, à ma connaissance, jamais montré, en tout cas jamais publié, mais très probablement on peut évidemment aujourd'hui le resituer dans un moment où la Commission du Vieux Paris a dû instruire le dossier en 1921 de la démolition de la chancellerie. Defrasse a envoyé des dessins, certains ont été gardés ou laissés sur place, oubliés. Il y a toutes les options possibles. Toujours est-il qu'on est dans ce raccommodage archivistique. Il faudrait juste vérifier s'il y aurait des tirages de ce dessin original sur place. Bref, voilà donc la Banque de France qui rentre en scène. L'ouverture de la rue du Colonel Drian et son baptême se font en 1926, donc 1915, 1926. Et vous allez voir que le bâti de la rue du Colonel Drian est bien plus tardif. Et c'est pour ça qu'elle est... qu'à titre personnel, je la trouve intéressante parce qu'elle fait partie des morceaux de ville des années 1950, vraiment à part entière. Voilà les bâtiments 19e de la Banque de France. On aperçoit la petite encoignure de la rue Lavrière. Alors, Defrasse, Fort du Jarric et Paul Tournon, voilà le trio d'architectes qui tous les trois sont vraiment des personnalités importantes. Tournon est de loin le plus connu parce qu'on lui doit à l'église du Saint-Esprit notamment. Mais Fort du Jarric, c'est le stade de Colombes, Roland-Garros, des très belles réalisations pour la Caisse des dépôts et consignations, et puis aussi pour la Banque de France. Et Defrasse, on l'a vu. Alors Defrasse, son morceau de bravoure, ce sont ces centaines de piliers qui soutiennent la salle c'est plus qu'une salle des coffres, c'est la réserve d'or. Donc c'est peut-être le morceau d'urbanisme, d'architecture souterraine le plus inouï qu'on ait jamais imaginé. On est proche de l'architecture de défense passive aussi, parce qu'il n'y a pas plus sûr que ce lieu, qui est juste de l'autre côté là, mais qui est une œuvre architecturalement, du point de vue de l'ingénierie aussi, quelque chose d'assez exceptionnel. La photo que j'ai prise pour ouvrir cette présentation, je l'ai un peu coupée, pardon, à René Jacques, qui ne mérite pas qu'on lui coupe ses photos. Mais voilà une très belle vue de la rue Croix des Petits Champs qui montre le bâtiment 19e, les bâtiments 20e, et puis tout ce travail qui mériterait d'être vraiment là creusé au niveau de la rue du Colonel Drian et au croisement avec la rue des Petits Champs. Paul Tournon, Defrasse, ça je crois que c'est plutôt les bâtiments de Tournon.
mène un travail à la fois de modernisation, mais aussi d'accompagnement, hein, en allant rechercher des ferronneries 18e. Il y a un véritable travail. Alors, là encore, c'est absolument pas patrimonialement correct, bien sûr. Et on a vu le versant 1900-1910, qu'on va revoir dans un instant avec Louis Bonnier. Des gens comme, on va dire, les premiers urbanistes. L'école française d'urbanisme a une vision déjà très, très approximative du patrimoine. La génération suivante, hein, celle de Paul Tournon, qui est aussi un peu la génération Le Corbusier ou Perret, de la même façon, hein, ont une vision du patrimoine qui est assez limitée, hein, et du point de vue théorique, extrêmement limitée, puisque, en l'occurrence, hein, je l'ai dit, en France, quasiment personne n'a écrit, depuis Viollet-le-Duc, on n'a rien écrit, hein, de majeur sur comment faire avec le bâti ancien. C'est-à-dire vraiment, non pas pourquoi préserver, mais comment préserver et dans quelles conditions, tout en accompagnant la ville dans son mouvement de modernisation. Or, Paul Tournon, ça serait un vrai sujet d'étude. On sait qu'il a rénové l'hôtel d'Aumont, dans le Marais, dans l'îlot 16. Il l'a agrandi même. Il l'a à la fois restauré et agrandi. L'îlot 16 est un cas d'étude aussi très très symptomatique pour tout ce qui touche aux restaurations. Là, ce n'est pas de la restauration, c'est de la création, mais teintée d'allusion à l'architecture classique, qui mérite aujourd'hui d'être vraiment considérée avec attention, mais dont on peut quand même souligner la dimension un petit peu, parfois presque naïve, sur le plan de la théorie de la préservation. Alors, un mot sur, et là, sur le plan archivistique, on va se déporter légèrement vers l'ouest, puisque c'est un fonds d'archives qui est à Rennes, et sur lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler. C'est le fonds Le Sage, l'agence Le Sage Émile Gène, et puis ensuite l'agence Robert Le Sage. Pour des raisons familiales, puisque Victor Le Sage est rennais, le fonds a été déposé aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Les Le Sage, qui sont donc bretons d'origine, sont d'abord une agence parisienne importante qui construira la mutualité, hein, au début des années 30. Et sont très investis dans la recherche, comme beaucoup de leurs confrères, hein, dans la recherche d'affaires dans les années 30, hein, et c'est là où il faut aussi voir la dimension économique, hein, de la profession. À partir de 1930, on voit des architectes, hein, qui tentent un peu tous azimuts pour trouver du travail, parce que la crise commence la commande publique s'affaisse, et on voit des architectes qui activent leur réseau et essayent de trouver des projets. Et on le voit très bien dans le fonds d'archives de Le Sage Émile Gène, hein, entre 30 et 37. Il y a une multitude de micro-projets qui, à 90%, n'aboutissent pas, mais qui sont vraiment le signe d'une recherche un peu paniquée de nouveaux projets, parce que globalement, la commande se tarit de façon assez brutale. Alors, il y a un projet qui nous intéresse ici, c'est un projet d'immeuble pour l'angle de la rue du Louvre et de la rue du Colonel-Drian. Aujourd'hui, c'est un autre immeuble moins intéressant que les autres de la rue. Et là, c'est le mode de représentation qui est assez intéressant, puisqu'on a ces vues en contre-plongée qui sont assez typiques de l'époque, hein. Il y a un petit côté Henri Sauvage, on retrouve cette même veine quand Sauvage dessine ne serait-ce que les nuages, hein, mais aussi lorsqu'il dessine les magasins de Cré. Vous voyez cet imaginaire de l'immeuble moderne, que ce soit l'immeuble commercial, l'immeuble de bureau.
Et voilà quelques versions de la façade. Donc je ne vais pas m'appesantir, mais c'est intéressant de voir là qu'on a toutes les esquisses pour cette proposition d'immeuble de bureaux avec commerce à rez-de-chaussée, dont on imagine que l'agence a bataillé pour mener cette réalisation à bien, en faisant toutes les propositions. Si vous ne voulez pas du moderne, on va vous faire du un peu plus contextuel, un peu plus art déco ou un peu plus rationaliste. On a des versions qui tentent manifestement de séduire une maîtrise d'ouvrage. Bon, et finalement, le projet ne se fait pas. Et voilà la rue du Colonel Drian. Finalement, c'est pas grand-chose hein, en permis de construire, ça se résume à ça. Donc vous voyez, et là aussi, j'en profite pour vous signaler hein, qu'il y a un outil qui depuis 40 ans existe, mais qui était jusque-là confidentiel. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il le reste beaucoup plus longtemps. Le DHAP l'a enfin numérisé et probablement rapidement il sera mis en ligne. Il est aussi au centre d'archives de la Cité de l'Architecture. C'est le fameux dépouillement hein, de feu le BMO, parce que j'ai appris ce matin que le BMO avait publié son dernier numéro, donc c'est fini. Le bulletin municipal officiel de la ville de Paris n'existe plus. Et ça avait permis à une dame dépendante à l'initiative de la commission du Vieux-Paris, Joëlle Berthaud, de dépouiller tous les permis de construire de la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e. En gros, 1880-1980. Et ce dépouillement Berthaud, on est des dizaines ou des centaines à l'avoir épluché de façon compulsive pour rechercher hein, tous les 20e istes le connaissent parce que c'est vraiment le lieu, ce dépouillement papier, tapuscrit, que l'on pouvait consulter en quelques endroits. Hein, il y en avait 3-4, un aux Archives de Paris, un à la médiathèque, je crois, à la MAP, et puis un à la Commission du Vieux-Paris. Bon, il est désormais en format numérique, et je pense que malgré tout, avec un certain nombre de défauts, ça reste un outil absolument capital hein, qui devra être mis dans une sorte de grand pot commun parce que c'est un outil particulièrement précieux. Et donc on y découvre que Émile Molinier, figure importante avec son associé Charles Nicot de la première moitié du XXe siècle, et puis Jean-Paul et Jacques Chauliac, qui est une agence assez active dans les années 50-70, sont quasiment les seuls auteurs hein, des grands immeubles de la rue du Colonel Drian, dont on voit ici les travaux. Là encore, hein, grâce à ces numérisations de la presse et de coupures de presse quotidienne des collections de la ville de Paris, on a maintenant des images assez nombreuses et on voit donc ce qu'est la rue du Colonel Drian, enfin la rue du Croix des Petits Champs surtout, en 1939, et la libération du pavillon de Flore au Louvre. Ça, c'est une anecdote. Là, on est en 54. Vous voyez une vue qui montre le croisement de la rue des Petits Champs et de la rue des Bons Enfants, si je ne m'abuse. Et ça, c'est l'immeuble qui est aujourd'hui celui du ministère de la Culture. Et l'immeuble années 50. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce que là, on est dans un cas de figure tout à fait typique de l'époque. C'est le jeu, dans le puzzle parisien des institutions parisiennes. On nous annonce que le pavillon de Flore va être libéré. Je ne sais plus trop de quoi d'ailleurs, de quelle administration. Bon, quelques décennies plus tard, c'est l'aile Richelieu, bien sûr, le ministère des Finances qui va être libéré. Bref, le pavillon de Flore aujourd'hui, c'est l'école du Louvre. Ici, le pavillon de Flore se libère. On va pouvoir mettre des administrations parisiennes, enfin ou souvent nationales, dans des nouveaux locaux. Et c'est pour ça qu'on va construire cet immeuble de la rue des Bons Enfants qui va accueillir telle ou telle administration. Et puis, quelques années plus tard, tout ça est reconfiguré côté rue Saint-Honoré avec l'immeuble de 1910 de Georges Vaudoyer. Et on fait le fameux site des Bons Enfants du ministère de la Culture.
on est là typiquement dans ce jeu de chaises musicales, de migration des institutions et surtout des administrations. Et parmi d'autres, le site Croix des Petits Champs, Colonel Drian, Bons Enfants, parce qu'il y a la rue de Valois et le Palais Royal, qui accueillera bientôt en 59 le nouveau ministère des Affaires culturelles, parce qu'il y a la Banque de France, parce qu'on est en plein cœur de Paris, pour plein de bonnes raisons, le Conseil d'État. Il y a tout lieu de faire de ce site un haut lieu de l'administration, du commerce également. Donc un lieu éminemment recherché. Alors, je ne vais pas vous montrer les immeubles un par un parce que c'est pas, je ne pense pas que ça soit très important. Voilà quelques-uns des immeubles. Bon, comme ils sont vraiment à 2 pas d'ici, vous pourrez aller les revoir. Il est quand même intéressant de voir cette figure qui est l'immeuble 50, qui marque aussi le faubourg Montmartre. Fin des années 30, début 50, notamment le très bel immeuble du Figaro, qui est fait à la toute fin des années 30. On a une évolution de l'immeuble, et la rue du Louvre en est un très bon témoignage, de l'immeuble de bureau, de l'immeuble commercial, dans sa version 1880, puis sa version 1910-20, encore très éclectique et parfois très monumentale. Et cette monumentalité se simplifie dans les années 30 pour aboutir dans les années 50 à une sorte presque de point final d'une évolution éclectique, art déco et parfois presque néoclassique, et qui ensuite se laisse la place à la génération plus moderniste, héritière du style international. Alors, justement, à ce croisement, il y a un immeuble que vous voyez ici, dont je ne parlerai pas, mais il y a un immeuble qui m'avait toujours intrigué depuis des années, et la thèse d'Hugo Massire, consacrée à Pierre Dufaux, a permis de faire un peu la lumière, puisqu'il s'agit d'un immeuble de Pierre Dufaux, en l'occurrence, et ça n'est pas totalement anodin. Il s'agit d'un immeuble d'habitation. Vous passerez devant cet immeuble tout à l'heure peut-être. J'imagine que la plupart d'entre vous le visualisent. Cet immeuble, il est indatable, inattribuable, il est sans... c'est l'immeuble Canada Dry, c'est l'immeuble sans marqueur aucun. On se dit, on ne sait même pas si c'est de l'habitation ou du bureau, c'est du logement en l'occurrence. À le voir comme ça, on pourrait se dire, ça semble plutôt du bureau. Non, c'est du logement. Il donne aussi sur la rue du Boulois. Et ça, c'est amusant parce que ça rejoint, en fait, c'est l'une des réalisations innombrables de Pierre Dufaux, mais que Pierre Dufaux n'a pas revendiqué, n'a pas publié. Mais en l'occurrence, c'est très intéressant parce que, pour 2 raisons différentes. Un, Pierre Dufaux était un adepte d'une architecture qui ne se voyait pas nécessairement. Il ne l'a pas véritablement théorisé comme Perret a pu théoriser le banal, de même qu'André Gide en littérature. Mais Dufaux, qui d'ailleurs était quand même un grand admirateur de Perret, qu'il a fait venir pour la reconstruction d'Amiens, Pierre Dufaux avait quand même un véritable sens de ce que pouvait être une architecture de l'effacement. Ce qui, quand même, à cette époque-là, témoigne d'une maturité intellectuelle qui un peu au-delà de la moyenne par rapport, justement, à ce qu'est le rôle de l'architecture dans la ville. Et probablement avait-il lu ou écouté Perret là-dessus. Et cet immeuble, je pense, est l'une des réalisations de Dufaux les plus emblématiques de cette approche, qu'il ne théorise pas réellement, mais qu'il formule dans certains de ses textes et dont beaucoup de ses bâtiments témoignent. Parce que, en fait, là, on est sur le versant est de la rue Croix des Petits Champs, dont le bâti est très ancien, vernaculaire, ordinaire. C'est le quartier des Halles, juste après, il y a la rue Coquillière, etc. On a encore un vrai morceau du quartier des Halles. Comment s'insérer dans ce quartier et comment
qui plus est, faire la jonction avec une voie qui, elle, est totalement neuve. Eh bien, Dufaux va faire du banal, le plus banal qui soit, jusqu'à ce que les historiens du XXIe siècle se disent mais quel est cet immeuble étrange? Et alors, l'autre chose intéressante, c'est que Pierre Dufaux, là, de façon beaucoup plus péremptoire et un peu agressive même, mais c'était son tempérament, écrit dans les années 50, en 1950, un texte dans la revue Bâtir, peut-on construire à Paris? Et il se plaint de ce que le règlement urbain en 1950 est illisible, inapplicable. Et c'est un texte très intéressant parce que précisément en 1950, la ville de Paris se dote d'une sorte de règlement provisoire qui va être en fait appliqué pendant des années et qui va autoriser les architectes à faire un système de gradins. Si vous voyez des immeubles à gradins dans Paris, c'est qu'ils datent globalement entre 50 et 57. Et ce règlement provisoire a produit des choses très amusantes que l'on voit un petit peu sur la rue du Colonel-Drian, mais surtout dans d'autres immeubles plus périphériques. C'est-à-dire vraiment des immeubles qui ont 5 étages à l'aplomb et ensuite 4 voire 5 étages en retrait par rapport en terrasse. Donc c'est un peu le Paris rêvé d'Henri Sauvage qui se met en place grâce à ce règlement provisoire, mais qui n'est pas un véritable règlement officiel, puisque officiellement on est toujours dans le règlement de 1902, lequel ne sera définitivement remplacé qu'en 1967. Et ce règlement provisoire de Paris est une sorte d'aberration et d'entre-deux qui a quand même une certaine unité de corpus, mais qui a le don de mettre les architectes dans une position assez délicate. Et en jeune architecte qui est prêt à en découdre et qui a envie de construire, Pierre Dufaux, en 1950, écrit ce texte en disant mais la ville de Paris ne sait pas où elle va et rien n'est faisable dans ces conditions. Et précisément, c'est en 57, au moment où les choses se stabilisent, qu'il fait cet immeuble, mais juste avant, quelques années avant le nouveau règlement, qui permettra de faire de la grande hauteur et qui, un peu en validant ce qui avait été pratiqué dans les années 60, va acter le fait que l'on puisse construire en retrait et en grande hauteur, moyennant ces retraits. Mais au fond, ce que va faire Pierre Dufaux dans d'autres circonstances, mais vous voyez que là, à la fois sur la rue du Boulois et la rue des Croix des Petits Champs, on a une architecture qui nous paraît à la fois banale et sans qualité, mais qui en fait révèle énormément de choses et mérite, ne serait-ce que parce que Pierre Dufaux est quand même une personnalité qui a marqué son époque, qui mérite que vraiment on y regarde de plus près. Donc voilà, l'immeuble est entre là et là. On devine à peine. Alors là, j'ai pris une petite capture d'écran de Google Earth, juste pour vous montrer enfin ce panoramique de la rue du Colonel-Drian, avec son versant occidental, la Banque de France, son versant oriental, des immeubles de bureaux. L'un, celui que je vous ai montré à l'angle, a été fait pour Shell. Et alors pourquoi Shell? Pas pour faire de la publicité. Ah, vous voyez pas la flèche? Alors qu'est-ce que je peux faire pour qu'on voit la flèche? Bon, donc à gauche, à votre gauche, la Banque de France, et puis au milieu, la rue Croix des Petits Champs, à votre droite, les immeubles de bureaux, et à l'extrême droite, la rue du Louvre, et en diagonale, donc parmi les diagonales, celle qui ne va pas trop disparaître du paysage, c'est la rue Jean-Jacques Rousseau, et puis la rue du Boulois qui est là, et puis la rue Jean-Jacques Rousseau qui est là. Dans cette reconfiguration, pardon, j'arrête avec la flèche, qui n'apparaît pas,
On a donc un front bâti nord qui est assez homogène. Et donc je parlais de Chelles parce que il se trouve que longtemps on a eu cette image. Il y avait une station essence, Shell, parce que donc qui était manifestement lié à cet immeuble construit dans les années 50 pour la firme Shell. Et voilà quand même des images qu'il faut absolument montrer, qui sont à la fois saisissantes et tout à fait emblématiques de ce qu'est un urbanisme. Ça, c'est l'urbanisme qui plaît à Michael Darin, notamment, parce que c'est là où ça fonctionne plus. C'est là où l'haussmanisme, le post-haussmanisme et là l'urbanisme des années 50 butent sur quelque chose. Et il y a toujours un moment où on bute sur quelque chose quand on fait des opérations d'urbanisme. Le boulevard Saint-Germain et quantité d'autres situations parisiennes montrent que l'haussmanisme a buté sur un certain nombre d'éléments. La place du Châtelet et la croisée Rivoli-Sébastopol est elle aussi, à sa manière, une preuve que l'haussmanisme a dû être pragmatique quand il n'avait pas d'autre choix. Là, on voit ces limites de percées qui sont décrétées. 1915, 1926, on inaugure, le président de la République vient sur place, etc. Bon, mais on a démoli la chancellerie d'Orléans et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, aujourd'hui, on a un mur peint d'un artiste japonais installé à Paris, Aki Kuroda. On a des délaissés comme ça, ce qu'on appelle aussi des délaissés de voirie. On a des murs pignons qui attendent quelque chose. Alors, j'ai pas mis la photo, mais vous connaissez l'immeuble. Il y a cet immeuble un peu placard qui a été fait il y a quelques années par Pablo Katz, qui est venu donc terminer cette rue du Colonel Drian. Mais l'image du dessus, je crois qu'aujourd'hui le mur peint est toujours là. Et ces petites boutiques servent d'entrepôt, je crois, pour des firmes de mode de temps en temps. Quoi qu'il en soit, et vous voyez la rue de Valois au fond, donc on a d'un côté la Bourse du Commerce à l'est, la rue de Valois et le Palais Royal à l'ouest, et on est dans une rue relativement modeste, mais qui témoigne à plusieurs égards des errements, des difficultés, tout simplement de faire une rue nouvelle, un front bâti homogène dans un tissu urbain, parce qu'il y a ça aussi, il y a la difficulté de faire la ville in abstracto, mais il y a aussi la difficulté de produire de la ville dans un tissu, au sein d'un tissu urbain ancien auquel il faut se raccorder. Et ces raccordements, parfois, sont mis en attente. Et puis, pendant 60 ans, 70 ans, on a des situations urbaines un peu étranges. Et de temps en temps, on se dit, tiens, si on mettait un terme à cette étrangeté, vous connaissez l'immeuble aussi de la rue de Turenne et à l'angle de la rue Saint-Paul, qui date des années 2000, qui est venu fermer ce pignon aveugle. Alors, pour nous acheminer vers la fin de cette présentation, je reviens là, le document date de 1938, mais ça nous permet de revenir un petit peu en arrière, de redire que dès les années 1880, avec la percée de la rue Étienne Marcel, la place des Victoires a subi, après la percée de la rue La Feuillade, qui date, elle, des années 1820, la place des Victoires a subi un éventrement, une amputation assez importante. Et à ce moment-là, se posent donc toutes ces questions qui sont tout à fait symptomatiques de ce que Paris doit gérer en ce début de XXe siècle, gérer son patrimoine, gérer sa modernisation, gérer son insalubrité, ça je n'en parle pas parce qu'on n'est pas trop dans des quartiers insalubres ici,
gérer son manque de logement. Paris au début du XXe siècle, c'est un catalogue c'est une pile de devoirs à faire, en quelque sorte. On pense que l'hosmanisme a produit une ville valable, praticable pour un siècle. En fait, à peine le chantier terminé, autour de 1889, à peine l'hosmanisme et le post-hosmanisme considérés comme bien aboutis, que l'on se rend compte de tout ce qu'il reste à faire. Ça, c'est plutôt pour les quartiers périphériques. Dans les quartiers centraux, on se dit qu'il y a quand même nécessité de prendre en compte la circulation, hippomobile puis automobile, de moderniser le centre tout en préservant sa dimension monumentale, ce qu'on va avoir beaucoup de mal à faire. Bref, c'est une accumulation, et je ne parle pas en effet de tout ce qui se passe dans les quartiers périphériques, là, qui est beaucoup plus important et grave sur le plan de l'état sanitaire du bâti. Alors, dans le centre de Paris, il y a l'îlot 1, bien sûr, Beaubourg, on rase Beaubourg, le quartier Beaubourg, et on ne fait rien avant 1971 dans ce quartier. C'est dire justement à quel point le centre de Paris, peut-être faut-il le rappeler, est un lieu d'intense projection. Le plan voisin de Le Corbusier en 1925 est perçu comme une affreuse provocation, mais qui, comme le disait Le Corbusier lui-même un peu plus tard, était en effet une sorte de provocation et une manière de poser le diagnostic. Et comme il disait, d'élever un peu le niveau du débat qui, selon lui, était vraiment plutôt nul sur ce que l'on devait faire du centre de Paris. Et de fait, des historiens britanniques comme Anthony Sutcliffe écriront dans les années 70, oui, 70 à peu près, The Autumn of Central Paris, c'est le diagnostic par un historien britannique que l'hosmanisme a modernisé le centre de Paris, mais pas suffisamment, et que les suivants n'ont strictement rien fait. Et de là, l'effet Beaubourg aussi, parce que le centre Pompidou et les Halles, dans une moindre mesure, ont été ont marqué vraiment la mise en œuvre d'une modernisation qui était programmée en fait depuis 50 ans, mais qu'on ne parvenait pas à formuler, évidemment avec la démolition des Halles, en plus comme traumatisme patrimonial. Donc c'était une modernisation qui s'est faite à la fois tard, mal, partiellement mal, et de façon à l'inverse très spectaculaire avec le centre Pompidou. On est ici à la marge occidentale de tout cela, mais on n'est pas très loin. Et puis on n'est pas très loin non plus de l'Opéra, qui est la cité financière incontestée jusque dans les années 1920. Et puis dans les années 20, 30, 40, on commence à se dire, mais si la cité financière, on la mettait ailleurs. Et donc on pense déjà à ce qui est le grand dada de l'époque, c'est le déportement de Paris vers l'ouest avec le secteur de la Défense. Et en effet, dans les années 50, on décide que la cité financière ne peut se faire dans Paris parce qu'au prix de trop de démolitions, alors on fait la Défense. Bon, l'histoire montrera que malgré tout, la cité financière n'a jamais abandonné Paris et que le centre de Paris et le quartier Richelieu, comme de l'Opéra, sont aujourd'hui encore les plus prisés par toutes les sociétés financières. Blablacar s'est installé à 2 pas d'ici. Donc, la tech, la fameuse tech, s'est installée dans la Poste du Louvre. Bon, la société foncière lyonnaise a acquis des gros immeubles, voire des îlots entiers dans ce centre parisien dans les années 2000-2010, ce qui veut bien dire que la Défense n'a jamais totalement résolu le problème parisien. Si on revient à la place des Victoires, voilà un cas un peu emblématique de toutes les incertitudes qui traversent et qui marquent cette époque. Alors là, je vous renvoie à un texte et un ouvrage qui est l'ouvrage publié par le Centre allemand d'histoire de l'art au début des années 2000 sur la place des Victoires, qui était extrêmement complet
Et je vous renvoie notamment dans cet ouvrage au reportage photo qui avait été commandé. Et je relisais hier la petite introduction qui justifiait le reportage photo. Thomas Gedgens, à l'époque directeur du Centre allemand, disait « Nous avons tenu à ce que cet ouvrage très très scientifique comprenne un bon reportage photo, une vraie commande. Voilà où en est le quartier Richelieu, enfin, le quartier de la place des Victoires en 2002-2003. » Et il disait, dans quelques années, ce quartier aura probablement beaucoup changé. Et je repassais en arrivant ici tout à l'heure, on voit à quel point l'espace public a changé, combien d'enseignes ont été modifiées, combien d'immeubles ont subi de ravalement ou de transformation. Et ça va d'ailleurs être le cas bientôt, place des Victoires, où l'immeuble de Maurice, de Julien Maurice, qui se situe ici, face à celui de Blondel. Cet immeuble de Maurice, qui accueille aujourd'hui en partie basse des magasins de meubles, va devenir un hôtel 5 étoiles. Donc, encore une fois, on voit ce qu'est aussi la mutation programmatique et économique. Pardon, j'ai encore mis la flèche. L'immeuble de Maurice, c'est celui à droite de Louis XIV, qui est un immeuble des années 90, qui, comme celui de Blondel en face, est venu vraiment donner à la place des Victoires un visage nouveau et un visage qui a été éminemment contesté. Alors, j'ai mis cette photo en haut juste pour rappel, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Et là encore, je vous renvoie à l'ouvrage sur la place des Victoires, pour lesquels j'avais fait une recherche sur les transformations de la place au XXe siècle et ce qui n'était pas vraiment une découverte en soi, mais une redécouverte. On s'était aperçu que cet immeuble d'angle de la rue La Feuillade était un faux. Et que ce faux avait donné lieu, en son temps, à toute une réflexion sur ce que pouvait être, justement, ce que pouvait devenir l'architecture d'Ardouin-Mansart, qu'elle se posait donc beaucoup de questions, la question des ordonnances, quelles ordonnances respecter, est-ce que ce sont les ordonnances de 1670 ou bien les ordonnances de 1800 et quelques au moment où on crée, ou 1821 quand on fait la rue La Feuillade. Déjà, sur quel texte on se base pour réfléchir en 1910-11 ? Quid ? Alors ça, la question était à peine posée parce que ça n'existait pas, comme on ne pensait pas parcellaire, il y avait des mots qui n'existaient même pas dans le vocabulaire. Quid de la matérialité, ce fameux terme qu'aujourd'hui on utilise nous beaucoup au sein de la commission du Vieux Paris et du DHAP, parce que la matérialité, c'est un élément, ce n'est pas seulement la visibilité, ce ne sont pas seulement les formes, mais c'est aussi ce qui reste des matériaux utilisés, façonnés, extraits à une époque précise. Et bien sûr, ici, le fait qu'on préserve des charpentes, des plafonds, n'avait aucune véritable importance. On était plutôt encore dans cette logique d'ordonnance. Et donc, lorsqu'on va chercher le grand architecte néoclassique Ernest Sanson, c'est un certain monsieur Vigier qui est propriétaire de l'immeuble, qui demande à Sanson, donc personnalité à ce moment-là, auréolée du Palais Rose et de X grands châteaux en France, en Argentine, en Belgique, donc le monsieur néoclassique 1900, on vient le chercher pour faire une reconstruction, mais aussi une surélévation. Et pour le coup, après l'épisode Blondel-Maurice, après l'épisode rue Étienne Marcel, en fait, on décide, côté rue La Feuillade, de ne pas autoriser de surélévation. Donc le projet de Sanson est mis de côté, et finalement, c'est le projet de Pierre Sardou, qui est un architecte passionnant de cette époque-là. Pierre Sardou, qui est aussi l'un des seuls à s'intéresser aux monuments historiques. Et Pierre Sardou va faire un faux.
Et on lui commande un faux, il le fait volontiers. Il fait d'ailleurs des recherches, il fait des découvertes, enfin ce qu'il considère lui comme des découvertes à l'époque. Il découvre que à l'époque d'Ardouin-Mansart, hein, il y avait le fameux fruit dans la façade, hein, ce mouvement, cette ondulation, enfin cette façon d'incliner la façade, hein, qui, pour des raisons à la fois constructives et visuelles, hein, était utilisée. Donc ce fruit, Sardou est tout content de découvrir, hein, qu'il donne à la place des Victoires ce cachet particulier. Et donc il témoigne de cette découverte et il va essayer de le restituer tout en restant dans le gabarit, puisque vous voyez, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui n'est pas véritable, qui n'a pas l'œil, un œil qui sait identifier un faux 17e d'un vrai 17e, passe devant, hein, en se disant il n'y a pas de problème. Donc, de ce point de vue-là, c'est un objet lui aussi passionnant et hybride, parce que l'œil qui commence à regarder la façade du côté de la rue La Feuillade se dit, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi il y a du métal du côté de la rue La Feuillade et pourquoi c'est en style Ardouin-Mansart côté place. L'épisode de la place des Victoires donc occupe des architectes de 1910-11 jusqu'à la fin des années 30. Après, je crois que c'est un peu silence radio et justement on s'occupe de la rue du Colonel Drian et on arrête de faire des projections sur la place des Victoires avec une conscience patrimoniale qui n'est pas encore tout à fait affirmée, mais qui part quand même du principe que l'on ne doit plus modifier la place des Victoires. Or, cette place des Victoires, Louis Bonnier lui-même est prêt à la bousculer. Alors là, j'ai mis un dessin qui, lui encore, est dans les collections de la Commission du Vieux-Paris, mais on a plusieurs tirages de ce dessin. Je ne crois pas qu'on ait l'original, d'ailleurs. Mais Louis Bonnier étant quelqu'un qui était dans l'administration proche de la Commission du Vieux-Paris, puisqu'il a créé en 1916 le casier archéologique, il était architecte voyer en chef de la ville, il était aussi architecte indépendant, et c'est ça qui le rend très passionnant, c'est que tout au long de sa carrière, on voit la double casquette de Louis Bonnier, le grand ordonnateur de l'urbanisme parisien, bon, l'architecte de la butte aux cailles, de la piscine notamment, et de quelques beaux bâtiments, mais aussi quelqu'un qui, justement, du fait de sa position officielle, est tenu quand même à une certaine réserve et ne s'engage pas dans tous les dossiers. Et comme il ne peut pas s'engager dans certains dossiers, parfois il se fait passer pour quelqu'un d'autre, hein, ou il fait signer quelques amis, mais c'est lui qui tient le crayon. Donc c'est dire l'importance qu'a Louis Bonnier à cette époque-là. Et de ce fait, on a pas mal de projets qui ont été tirés en plusieurs exemplaires, hein, et là c'est un tirage donc, qui était à la commission, mais qui est aussi dans le fonds Bonnier à la Cité de l'Architecture, et qui montre, alors il y a deux dessins, là je n'ai mis que celui-là, il y en a un deuxième qui montre plus des coups de crayon qui témoignent des recherches, mais voilà, pour aller à l'essentiel, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Louis Bonnier, dès 1909, se dit très soucieux, il fait un rapport au préfet, se dit très soucieux de la sauvegarde des ordonnances parisiennes. Il fait une suite de rapports sur des problématiques qui lui semblent très saillantes, la question des alignements. Il s'émeut du fait qu'au nom des alignements décidés au XIXe siècle, on pourrait éventrer des hôtels, des façades d'hôtels de la rue des Francs-Bourgeois, par exemple. Donc il est justement à l'inverse de Eugène Hénard, extrêmement pragmatique, et il regarde ce que des situations, des textes font sur tel ou tel site. Donc dès 1909, on voit qu'il est très soucieux de la question des ordonnances parisiennes. Je rappelle que c'est quand même lui qui a inventé le règlement de 1902, en gros, hein, qui l'a rédigé. Et ça, on le lui a beaucoup reproché, parce que le règlement de 1902, c'était la porte ouverte
à des jeux de toiture très très échevelés. Mais dans les années 30, Bonnier revient à une vision plus classique de la ville, se dit qu'il faut réformer le règlement de 1902, ce qu'il n'arrivera pas à faire. Mais sur une ordonnance comme la place des Victoires, il n'est pas totalement conservateur et il se dit qu'il y a des choses à faire. Et à l'époque, le grand problème, c'est la traversée, c'est la rue Villegousset et la traversée, l'accès à la place des Petits Pères. Il y a des textes qui montrent que Louis Bonnier imaginait qu'on puisse ouvrir la place des Victoires, justement sous l'ancien bâtiment du Centre allemand d'histoire de l'art, faire un passage entre la place des Victoires et la place des Petits Pères. Un passage qui pourrait même être carrossable. Il avait imaginé cette hypothèse. Et puis, il y avait l'hôtel, j'ai oublié le nom, il va me revenir, l'hôtel qui se trouve ici. Bon, c'est pas grave. Il y avait ce bâtiment qui attisait les convoitises parce que justement, il n'était pas complètement dans l'ordonnance de la place. Et Louis Bonnier, à ce moment-là, se dit, on pourrait peut-être réfléchir à redessiner cet immeuble. Et c'est là où il fait cette autre proposition. Donc il y a une réflexion assez longue de Louis Bonnier sur le devenir de la place des Victoires. Comment traverser et comment terminer au mieux, avec un immeuble qui fait un peu HBM amélioré, comment terminer au mieux l'articulation Aboukir, Villegousset, place des Petits Pères. Et tout ça dans un contexte qui... Là, je le montre rapidement, mais je l'avais publié justement dans l'article sur le livre, dans le livre sur la place des Victoires. Ce dessin qui a été publié dans la revue Travaux, vous le voyez en bas, en juin 1938, par Gaston Bardet, qui parlait d'urbanisme souterrain et qui imaginait une grande traversée souterraine, puisque Gaston Bardet était proche du groupement d'études et de coordination pour l'urbanisme souterrain, dans les années 30, qui présentera un grand projet à l'exposition de 37. Et donc en 38, Bardet propose ce petit croquis qui est là encore, qui essaye de résoudre plein de problèmes. L'un des grands problèmes de la rive gauche, c'est le prolongement de la rue de Rennes. Il propose un grand souterrain qui partirait de la rue de Rennes et qui arriverait place des Victoires, et qui ensuite se poursuivrait, et c'est là où Gaston Bardet, qui se veut le plus anti-corbuséen, il a fait de Le Corbusier sa bête noire, et de Marcel Lotz. Donc ça n'est pas... Gaston Bardet ne se positionne pas dans le camp moderniste, loin de là, mais on le voit sur des questions patrimoniales auxquelles il essaye d'apporter des réponses. Il n'est pas du tout non plus dans les canons de ce qu'on imagine aujourd'hui, puisqu'il imagine un souterrain qui part de la rue de Rennes, qui traverse Paris, ça tout le monde en rêvait, mais qui arrive place des Victoires avec la fameuse trémie que l'on connaît quand une voie souterraine revient au niveau de la chaussée, et qui ensuite se poursuivrait sur un mail qui était le mail Aboukir-Cléry, qui est un dossier en lui-même qui mériterait une étude très fouillée. Bardet, comme beaucoup d'autres, et des fonctionnaires de la ville de Paris l'avaient déjà imaginé, Bardet proposait que l'on démolisse tout ce qu'il y avait de construit entre la rue d'Aboukir et la rue de Cléry, et de faire de ce fameux tracé de l'enceinte de Charles V un grand mail qui permettrait de libérer en quelque sorte ce quartier très très dense. Avant de terminer avec deux autres types de documents, je vous montre l'un de ces autres documents qui a été exhumé des archives de la Commission du Paris, qui est le plan original de René Mettet, qui est à ce moment-là, en 1942,
chef des services de topographie et d'urbanisme de la ville de Paris. Il était géomètre de la ville dans les années 30, et puis sous Vichy, il prend un peu de galon, et il se rêve en nouvel Haussmann. Et en 1942, il publie un rapport absolument étonnant, où il propose toutes les nouvelles percées, tous les élargissements, tous les travaux qu'il faudra faire pendant 10 ans pour moderniser Paris. Pardon, j'avais prévu de vous montrer un zoom, tiens, de ce plan sur notre quartier, mais j'ai l'impression qu'il a sauté. Bon, en tout cas, on voit le mail Aboukir-Cléry qui est tracé en jaune, on le devine ici. Et puis, juste pour terminer l'épisode Place des Victoires, voilà, en 1942 également, Robert Danis, autre architecte important parce que architecte en chef des monuments historiques, donc il y a beaucoup de... Il était à la fois un bâtisseur mais aussi un restaurateur. Il a notamment restauré l'hôtel des Rohan à Strasbourg. Robert Danis se saisit en 1942 du dossier de la place des Victoires. Il est aussi actif sur l'îlot 16. Et sur la place des Victoires, il y va lui aussi, mais là je ne rentre pas dans le détail, de ses propositions, avec, on le voit, côté nord, pour résoudre cette face nord, cette fameuse face nord de la place des Victoires, il propose de mettre la mairie du 2e arrondissement, de la rabattre, puisqu'elle est rue de la Banque, de la ramener de façon plus visible, avec une ordonnance nouvelle. Donc, entre 38 et 42, on est donc encore capable d'imaginer sur la place des Victoires de nouvelles ordonnances, des compléments, ce qui est tout à fait typique d'une époque, et qui n'est pas à critiquer en soi, mais qui évidemment nous interpelle aujourd'hui quand on pense dans des termes patrimoniaux qui ont sensiblement évolué. Alors, juste, je vais passer rapidement, mais vous voyez, en piochant, et donc la semaine prochaine, il se trouve qu'une conférence de presse de l'adjointe au patrimoine et de la commission du Vieux-Paris va annoncer en grande pompe, si je puis dire, que la mise en ligne de 11 300 photographies issues de la commission du Vieux-Paris. J'ai pioché dans certaines de ces photos qui montrent aussi dans le quartier beaucoup de choses à découvrir, et notamment des devantures. L'histoire des devantures est extrêmement difficile à faire puisque par définition elles sont éphémères, mais le quartier ici même en est l'un des plus beaux fleurons, l'avenue de l'Opéra. Il y en a une rue Daniel Casanova qui est inscrite au titre des monuments historiques depuis longtemps, la petite crèmerie Art déco, mais les devantures du centre de Paris sont un corpus absolument sublime, mais mal documenté, et les photos anciennes permettent de restituer, enfin d'attribuer un certain nombre de créations. Très vite, pour terminer, voilà quelques images, mais qui font écho aussi à des images que vous ont montrées Pauline Rossier et Julien Vinin dans cette cartographie avec les photos de la commission qui sont maintenant accessibles à chacun pour toutes les rues de Paris. Il suffit de cliquer sur une rue et vous avez les travaux qui ont été menés. Alors par exemple ici, rue Feydeau, on voit cette photo d'Édouard Després qui a été prise juste avant la construction de ce très bel immeuble de Fernand Collin qui est tout proche d'ici et qui est l'une des très belles réalisations des années 30 dans la partie plus du côté de la Bourse. De même, si on avait eu plus de temps, mais tout ça mériterait vraiment une étude plus approfondie, mais encore que il y a des travaux qui existent. Donc là, les travaux de Jean-Baptiste Minard sur Henri Sauvage. Voilà l'une des réalisations du Sauvage spéculateur, qui ne signait pas forcément tous ces bâtiments en façade. L'opération de la rue Saint-Marc est assez intéressante, puisqu'elle enjambe quasiment le passage des panoramas.
Voilà. Et puis juste en face, il y a un bâtiment des années 50, mais je vais passer, et qui, en l'occurrence, est en train de faire l'objet d'une rénovation lourde. Et voilà cette image qui a été mal placée. Pardon. Et puis, des photos de la même collection du Vieux Paris, mais plus tardive, en 1966, où on commence à voir du côté de la rue Richelieu, et là je n'ai pas évoqué la rue de Richelieu, où il y a aussi quelques réalisations années 30. Le bâtiment de l'école des Chartes, aujourd'hui, est un bel immeuble années 30, et la rue de Richelieu va, elle aussi, faire l'objet d'interventions ponctuelles. Un peu plus loin, le bâtiment des AGF de Joseph Belmont était une réalisation aussi très importante. Alors toute cette architecture des années 50, par ailleurs, elle est l'objet de rénovations lourdes, 50, 60, 70, de rénovations lourdes qui parfois les rendent quasi illisibles. Et donc je terminerai sur ces quelques images parce que il y a une réalisation qui marque quand même le quartier Richelieu et qui vraiment est à la toute fin de notre chronologie, c'est le bâtiment de l'agence France Presse, dont on peut là encore imaginer qu'il a déjà subi un certain nombre d'interventions, mais il faudrait faire attention à ce qu'il ne soit pas totalement défiguré. C'est certes une architecture qui, à l'époque, était en rupture assez radicale avec la rue Réaumur et avec l'urbanisme post-haussmannien. Et on voit comment, grâce à ces photos de la Commission du Vieux Paris, comment s'est faite cette opération un peu en plusieurs étapes. Voilà l'immeuble. Alors celui-là, c'est pas l'immeuble de l'agence France Presse qui est à l'angle de la rue de la Banque et de la rue... Oui, ça doit être ça, la rue de la Banque. Vivienne, ah oui. Bon. En tout cas, on voit un premier immeuble de bureau en 55, le projet de 54 de Robert Camelot, bon, là l'image est un peu palote, elle vient du fonds Robert Camelot à la Cité de l'Architecture, la maquette du bâtiment à l'angle là de la rue Vivienne et de la rue Réaumur, et puis voilà le projet qui se réalise en deux phases, semble-t-il, et le bâtiment final, la réalisation Camelot et Jean-Claude Rochette, qui termine en 1959 cet immeuble. Donc voilà le versant, on va dire, plus côté bourse, alors qui nous ramène quand même à ce que j'évoquais au tout début de cette présentation, c'est-à-dire on peut prendre ce quartier dans sa configuration, enfin au moment de sa profonde transformation, c'est-à-dire les années 1880 et ici plutôt 90, mais on voit que jusque dans les années 50, il y aura ponctuellement des grandes opérations de modernisation qui ensuite vont plutôt se faire plus discrète. Dans les années 70, il y a l'opération AGF rue de Richelieu, et ensuite moins de grosses opérations, et on sera davantage dans la rénovation de l'existant, quitte à rénover précisément des choses parmi les plus récentes. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez donc des questions par rapport à la présentation? Non? Pas de questions? France, est-ce que vous avez une question? Moi, j'en ai plein, mais bon, je commence. Vous avez une question? Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça dépasse en fait le temps que vous aviez décidé de ne pas dépasser. C'est la rue des Petits Champs. Il y a un immeuble qui vient d'être construit et terminé, qui est très moderne, qui a cette façade vitrée. C'est une rénovation d'un immeuble des années 60. D'accord.
C'est Roland Castro, l'agence Castro-Denisov, Ah, c'est une qui a rénové rénovation. un immeuble de bureau des années 60. Oui, qui lui-même a dû... Alors en effet, je n'ai pas évoqué cet immeuble des années 60, mais j'imagine qu'au moment de sa réalisation, il a dû faire débat, lui aussi. Hein, parce que c'était vraiment une façade rideau typique. Et Oui. précisément, ce sont ces façades rideaux qui sont aussi souvent des passoires thermiques que l'on prend un malin plaisir à déposer et à reconstruire. Et qu'en est-il de ce bâtiment qui est toujours à moitié en ruine mais habité au coin de la rue, qui est en face en fait. Vous l'avez montré sur la photo, j'oublie toujours. De la rue Tichamp, on tourne à gauche, la petite rue. Oui, c'est celle qui est une sorte de coin arrondi. Peut-être, oui, je ne sais plus. Je viens toujours qu'en vélo et je vais toujours trop vite, ou même à pied. Oui, celui-là. Celui qui est au coin. C'est ça, hein, qui est perpétuellement ruine. Enfin, un jour, il va tomber. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, alors, ça a fait polémique. Je ne vais pas trop en parler. En plus, je n'ai pas trop suivi l'affaire, mais je crois que c'est en partie à la Banque de France et que. Bon, voilà. J'en sais pas plus, mais je peux vous donner après le nom de l'hôtel, je peux le retrouver si vous voulez regarder. Mais c'est un très ancien hôtel particulier qui était un peu délabré. Mais il y a un peu. Il n'a pas encore été restauré. Mais je me demande s'il n'y a pas un procès verbal de la commission du Vieux-Paris sur ce bâtiment-là, dans les archives à vérifier. Oui, mais il a été un peu remodelé. Enfin, il n'est pas entièrement. Oui, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors moi, j'avais aussi donc une question notamment par rapport au projet ENAR, effectivement que je connaissais déjà, dont on avait déjà un petit peu parlé. Alors, il y a une première chose qui m'avait un peu intriguée, bon, au-delà du fait de vouloir traverser le Palais Royal, je ne reviendrai pas sur cette question, mais au-dessus, on voit la Bibliothèque nationale, et encore au-dessus, vous voyez, il y a un îlot avec une espèce de place avec des pans coupés, et l'îlot, j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus, parce que normalement, c'est un îlot d'habitation qui est entre la rue Colbert et la rue Réaumur, enfin, rue du 4 septembre. J'arrive pas bien à comprendre... Et juste au-dessus de bibliothèque, ici, voilà, exactement. Parce que normalement, c'est des maisons qui sont là, enfin, qui existent encore aujourd'hui. Et on a l'impression qu'il avait envisagé d'en faire une. C'est pas lisible. C'est écrit annexe quelque chose. Et ça voudrait dire que dans son projet, c'était pas uniquement des percées, mais ça aurait aussi été des. Il aurait aussi envisagé des monuments. C'est peut-être une annexe de la Bibliothèque nationale. Non, j'ai pas du tout connaissance de projet de rachat de tout cet îlot-là. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il était en lien avec la BNF. Enfin, oui, c'est le long de la rue Colbert. Ouais, c'est entre la rue Colbert, la rue Vivienne, Richelieu et. Ah, c'est peut-être une mairie annexe de la mairie, un bâtiment annexe de la mairie du 9e arrondissement. Il voulait faire, en tout cas, dans l'un de ses aménagements, il mettait la mairie du 9e quelque part. Alors, c'est la mairie du 2e. Oui, normalement, on est dans le 2e. On est encore dans le 2e. Oui, oui, parce que la mairie du 9e, il la mettait à Richelieu-Drouot. Et là, c'est peut-être, oui, c'est très probablement, en tout cas, un bâtiment public, puisqu'il fait une place, un carrefour. Et c'est sa grande traversée nord-sud qui était en fait un élargissement de la rue Richelieu, et sur laquelle, en bon éclectique qu'il est, Hénard met des bâtiments publics tout à fait dans le goût de l'époque, sans beaucoup de... On est en 1904-5, mais Hénard ne fait pas de l'art nouveau, hein, il fait de l'éclectisme parisien comme on le fait en général. Le projet avait été vraiment envisagé, enfin, c'est-à-dire qu'il a fait cette proposition, mais est-ce qu'on avait vraiment envisagé de le réaliser ou pas? Non. C'était plus un projet théorique, finalement, c'est ça?
Oui, oui, tout ce qui est dans les études sur les transformations de Paris, que je sache, rien n'a été mis en œuvre, puisque justement, Hénard est à ce moment-là à la fin de sa carrière, et justement, il se lâche un petit peu. Il a fini une carrière administrative avec tous les devoirs de réserve que j'évoquais aussi pour Bonnier. Il a fait une très belle carrière pour la ville de Paris. Et à un moment donné, il prend un peu la parole libre. Hein, il dit voilà tout ce qu'on pourrait faire pour Paris. Et en fait, quasiment rien n'est faisable. Donc c'est vraiment plus de l'architecture de papier, un peu comme Bercy et Fontaine qui voulaient réaligner le Louvre et les Tuileries et qui avaient fait des pléthores de projets. Rien n'est faisable, sauf le boulevard à Redon et les parcs de la Ceinture, qu'on aurait peut-être bien fait de réaliser. Là, c'était faisable parce que justement, on était en terrain libre. Tout ce qui est dans le Paris constitué, vraiment Bonnier, Hénard ne veut pas, parce qu'il connaît le terrain, mais il ne veut pas voir que ça n'est pas possible. Il y va en disant il faudra démolir des îlots entiers pour faire des parcs. Moi, j'avais une question en fait par rapport à une forme de mémoire de la modernité aussi dans le quartier. Et pour prendre un exemple, le bâtiment de l'autorité des marchés financiers qui se trouve à l'angle, voilà, en face de la Bourse, avec dans les années 50 du 19e siècle l'idée de créer là une sorte d'évocation du Palais de Cristal de Londres pour un grand magasin de vêtements. Et aujourd'hui, le bâtiment qui reprend ou qui rejoue un peu ces codes-là, est-ce que tu as, toi, croisé des archives liées à ce projet qui montrerait aussi une forme de réflexion sur des gestes architecturaux qui se sont déroulés auparavant et dont on voudrait quelque part garder la trace? Est-ce qu'il y a, parmi les architectes qui interviennent dans la période qui t'a intéressé, aussi une réflexion sur ces gestes antécédents ou qui ont pu renouveler le quartier au cours du 19e? Je ne sais pas si non, en tout cas, pour ce bâtiment, j'ai jamais eu à étudier des archives, mais les générations dont j'ai parlé, là, justement, ne sont pas dans cette logique-là. C'est aujourd'hui que beaucoup d'architectes auxquels on demande de moderniser des immeubles, alors souvent, oui, font un travail mémoriel parfois un peu maladroit, parce qu'en essayant de renouer avec une certaine image d'eux, qui est parfois assez contestable, mais le plus souvent, c'est quand même, je vois plus comment a été transformé ce bâtiment de l'autorité des marchés financiers. C'était un immeuble de commerce, vraiment un immeuble à rotonde, au niveau de l'angle entre C'est ça, et là on a restitué la rotonde. Des années 1853 à peu près, et pour le bâtiment de l'actuel AMF, c'est exactement la même emprise en termes de parcelles superficielles, et ils ont repris le concept de l'arrondi à l'angle, mais qui à mon avis était assez standard pour les bâtiments d'angle. Et oui, il y a quand même parfois une tendance à vouloir faire un clin d'œil à l'histoire, mais avec pas mal de maladresse, ou en tout cas avec des matériaux. C'est pour ça que globalement, c'est quand même très très difficile de jouer avec ce type de référence, parce que justement, on est sur certains projets que la commission du Vieux Paris voit. Je parlais du bâtiment que Alphonse Defrasse a transformé, qui est un immeuble de Louis Sorel de début du XXe. Les architectes aujourd'hui aimeraient plutôt retrouver une image du bâtiment tel qu'il était avant l'intervention, avant que la Banque de France ne récupère le rez-de-chaussée. Or, ces restitutions, elles sont quand même assez improbables. Alors, on peut faire des clins d'œil, et c'est vrai que rue Marbeuf, par exemple, il y avait un très beau garage d'Albert Laprade avec une façade de Jean Prouvé, une façade de verre, qui était complètement défigurée
dans les années 70, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, l'agence qui est chargée du projet propose de retrouver l'esprit années 30. C'est vrai. Mais dans les années 50, il n'y avait pas du tout cette vocation-là. Et ça pourrait être intéressant d'avoir un jour une discussion autour de ces restitutions au sein de ce quartier. On est installé dans un pastiche. Dans un faux. Et de voir, en fait, ce quartier-là, quand on a commencé le cycle du séminaire, Alexandre Gady évoquait en fait sa structure fine, enfin, qui a relativement peu changé. Il n'y a pas eu ces grandes percées, de grandes transformations. C'est des changements micro qui s'opèrent, qui font qu'aujourd'hui, on y circule quelque part presque encore comme au 19e, en marchant, en traversant, en passant par les galeries, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est resté assez stable, et en même temps, il y a eu des interventions, comme tu as pu le montrer, et il y a aussi cette réalisation de faux qui crée une forme de tension entre la transformation et la restitution dans un espace qui a relativement peu bougé d'un point de vue de la circulation justement et des grands axes. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment ce quartier-là joue avec cette tension entre le passé et... Oui, et là, ça nous mènerait plutôt, je pense, vers la décennie 1980, puisque, enfin, ici, on est dans un faux des années 80, mais précisément, c'est l'époque où on a pu se permettre ça, ce qui était quand même très audacieux, peut-être de mauvais goût, mais et surtout archéologiquement très contestable, mais c'était une audace des années 80, qui était très typique d'ambitionner, de refaire. C'était quand même assez postmoderne, en risquant en assumant le pastiche, tout en n'essayant pas d'être dans une restitution absolue. Alors, je voulais juste vous demander aussi le fameux bâtiment de l'AMF. Vous connaissez sa date de construction, donc le bâtiment actuel de l'autorité des marchés financiers, ce bâtiment d'angle dont vous avez dit que vous aviez vu un fonds d'archives dont on a parlé à l'instant. Non, je n'avais pas vu d'archives dessus. Mais le bâtiment actuel, c'est il est des années 70, non, 90. 90, vous diriez même. D'accord. Je pense qu'il a été installé là aussi par rapport à l'AMF qui est de l'autre côté, l'AFP qui est en face. Pour installer ce type d'architecture quand même extrêmement moderne dans des quartiers où il n'y a que de l'architecture de pierre assez ancienne. Ouais. Je me suis demandé si c'était pas justement parce qu'il y avait aussi l'agence France Presse qui était là, qui avait déjà une architecture qui tranche quand même beaucoup avec le reste du quartier, et si ça n'avait pas pu influencer la construction de ce bâtiment à cet emplacement. En tout cas, le style est assez raccord d'une certaine manière. Puisque de l'autre côté, d'une part, on a la galerie Colbert et en face, on a la BNF, qui est restée extrêmement un tissu urbain très ancien, très hôtel particulier ici, hôtel particulier loti, et en face, hôtel particulier qui est devenu une institution. Et quand on est à l'autre bout de la rue Vivienne, qui est quand même pas très long, qui est pas très loin, à l'angle de la Bourse, on a deux bâtiments quand même extrêmement modernes. Donc je me demande s'il n'y a pas une logique peut-être ou pas. Peut-être, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, ce bâtiment. Je n'ai pas trouvé le nom de l'architecte. Je ne sais pas si c'est une entreprise ou un architecte particulier. Je crois que c'est marqué dessus, non? C'est pas marqué? C'est marqué dessus. Pour moi, c'était une reconstruction des années 90. Et donc, entre le magasin du 19e et ça, il y a eu autre chose. Ah oui, parce que sur les photos anciennes, on voit que le magasin, qui avant était Palais de Cristal, était devenu un magasin de fourrure, et puis après un magasin de nouveautés avec plusieurs commerçants. Mais je n'ai pas trouvé de restitution d'un entre-deux. J'ai l'impression qu'on passe de l'un à l'autre, alors à moins qu'il ait été un peu... J'ai toujours perçu ça comme une opération malheureuse des années 90 où on se permettait des opérations de rénovation lourdes et plutôt mal dessinées, comme on a pu en faire, par exemple, avec les 3 quartiers à la Madeleine, il y a 30 ans.
Et juste pour revenir aussi sur le projet sur l'immeuble de Dufaux que vous avez montré, qui est une façade extrêmement neutre, une architecture comme ça, très anonyme, très, très lisse. Je me demandais si ça pouvait pas être aussi, au-delà du manifeste par rapport à la réglementation des années 50, une manière de pas de pas trop, comment dire, surcharger l'architecture de la rue en raison de la présence de la Banque de France en face. Est-ce que ça peut pas être aussi une idée de faire une architecture volontairement très sobre, etc., pour ne pas trancher avec le caractère un peu chargé de la Banque de France, quoi. Je ne sais pas si la présence de la Banque de France a beaucoup soucié Pierre Dufaux, mais moi je le voyais plutôt justement là, comme la photo qui vient de tirer de la thèse d'Hugo Massir montre bien quand même l'alignement, bon tout relatif, mais avec le bâti ancien. Mais c'est vrai que face à la Banque de France, tout comme dans ce versant plus ordinaire, un geste architectural aurait été quand même assez compliqué. Ça n'a pas empêché que justement, au bout de la rue, on fasse une façade rideau marron dans les années 70. À la logique des embellissements, déjà à l'époque, d'époque plus ancienne, par exemple avec la rue de Rivoli, où l'idée c'était d'avoir une architecture extrêmement neutre pour ne pas trop faire servir d'écrin au palais des Tuileries, qui était lui-même extrêmement ornementé. Et je me demande s'il n'y a pas cette logique qui se poursuit en termes de logique plutôt d'ensemble, de se dire on ne va pas mettre un immeuble trop chargé parce qu'en face il y a déjà quelque chose d'assez oui, marquant. mais c'est là où je trouve que les années 50 sont encore très dans la lignée termine un peu un grand cycle, et puis autour de 60, il y a quand même une vraie césure quand le style international prend les murs rideaux, les façades légères et impose une esthétique très différente, avec parfois beaucoup de succès, hein, mais en tout cas ici c'est la fin d'un cycle qui se soucie quand même d'une continuité urbaine, et quitte à aller chercher la pierre de taille, parce que si vous avez remarqué quand même, je ne sais plus ce qu'a utilisé Dufaux ici comme pierre, mais toute la rue du Colonel-Drian est construite en parement-pierre. Hein. Oui, c'est cette logique des raccordements urbains et aussi une forme d'unité urbaine qu'on retrouve un peu dans le quartier. Il y en a qui s'en démarquent complètement et d'autres qui cherchent quand même à conserver une forme de logique de quartier quelque part. Est-ce que vous avez des questions, peut-être depuis ? Bonjour, merci pour votre intervention. Je me demandais, vous avez parlé tout à l'heure, alors vous avez dit en milieu de siècle, je crois, vous avez dit que le quartier avait vraiment été envisagé comme un haut lieu de l'administration, et vous avez parlé du Conseil constitutionnel, et je me demandais depuis quand il est là, est-ce qu'il a toujours été là, toute la Ve République? Question piège. Et donc depuis quand il est là, et qu'est-ce qu'il y avait avant dans ce bâtiment? Il y a le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Alors, c'est le palais royal, hein. C'est du palais cardinal. Là, j'avoue que j'ai plus la chronologie en tête. Mais c'est nationalisé en 90, 1790-91, donc c'est sans doute après ces mois-là qu'ils ont installé les institutions publiques dans le... Ouais. Et le palais royal date de 1791. Oui, le lotissement de Victor Louis est de 1780, et le palais est antérieur. Le palais, c'est... Il a subi énormément de transformations jusqu'au 19e. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, avec plaisir. Alors, malheureusement, nous n'avons pas encore le dépliant du futur cycle de séminaire, mais le programme a été finalisé. Merci beaucoup, Simon, pour votre intervention. J'ai oublié de vous remercier. Du coup, donc, le nouveau cycle va débuter en septembre, le 30 septembre, je crois, la première séance. On vous enverra on mettra en ligne, bien sûr, le programme. Il y aura également une séance par mois jusqu'en juin.
Et la thématique, cette fois-ci, sera toujours bien sûr liée au projet Richelieu, mais ça sera plus exactement la même approche qu'on va avoir. On va essayer de traiter davantage le pendant numérique du projet. Donc ça sera étudier la ville, un dialogue entre pratique d'histoire de l'art et pratique numérique. Et donc on aura à chaque fois des interventions à 2 ou 3 voix avec un historien de l'art, un historien de l'architecture, donc un chercheur, un universitaire, plutôt côté histoire de l'art donc, et un chercheur plutôt côté développement numérique, humanité numérique, etc. Et au niveau des thématiques, des choses extrêmement variées. Bon, voilà, j'ai plus exactement tout en tête. On aura notamment une intervention sur Notre-Dame de Paris qui est en train d'être mise complètement en données. Une intervention notamment côté BNF par rapport aux différents projets avec Gallica. On aura aussi une intervention sur des projets de recherche dans d'autres villes que Paris, comme Charleville-Mézières par exemple, etc. Enfin, vous aurez le programme bientôt. Donc n'hésitez pas à revenir assister à nos conférences et bonne journée à tous. Merci.